Aujourd'hui, on va s'intéresser à une zone du ciel située entre le cygne et Céphée et qui contient énormément de nébuleuses. Et certaines de ces nébuleuses sont très grandes, notamment celle qui va nous intéresser aujourd'hui est tellement grande qu'avec mon télescope, ça passera pas sur le capteur, ça va vraiment déborder de tous les côtés. Mais c'est pas grave, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que plutôt que d'avoir un objet qui est au centre de l'image avec du fond de ciel autour, je vais venir plonger au cœur de la nébuleuse et on verra uniquement de la nébuleuse sur le capteur, il n'y aura presque pas de fond de ciel. J'ai encore jamais fait ça jusqu'à maintenant, mais il y a des chances que ce soit vraiment très joli. Pour faire cette image, je vais utiliser comme d'hab mon 150-750, la nouvelle venue, c'est-à-dire la ZWO IC 1600, et avec les filtres SHO. Alors je vais aussi faire quelques images avec un APN non défiltré, mon Nikon D3200, juste pour montrer à ceux qui n'ont pas de caméra astro que vous aussi, vous pourrez faire cette image. Enfin, a priori, il n'y a pas de raison, c'est quand même une nébuleuse qui est relativement brillante. C'est pas la plus brillante, mais vous allez voir que ça va le faire. Et j'ai pour objectif de passer 3 nuits sur cet objet. Alors 3 nuits, ça commence à faire pas mal, avec ça je vais accumuler entre 10 et 20 heures de temps de pause. Ça fait beaucoup, mais au moins on aura une image qui sera vraiment sympathique. La première étape, ça va être de réussir à trouver notre nébuleuse. Alors pour faire ça, il faut lever les yeux et essayer de chercher le bandeau de la Voie lactée. Et l'idée c'est qu'on veut trouver la constellation du Cygne, ici. Alors pour la trouver c'est assez simple, il faut chercher ces deux étoiles très brillantes qui sont vraiment à la verticale de vous, il faut lever la tête très haut. Et elles sont assez faciles à trouver parce qu'elles sont très brillantes. Une fois qu'on a trouvé ces deux étoiles, il faut aller vers l'arrière du cygne, donc dans cette direction-là, et essayer de trouver cette étoile, qui est visible assez facilement, même sous un ciel vraiment pas terrible. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé cette étoile, on peut passer au chercheur ou continuer de chercher à l'œil nu, ça c'est à vous de voir, et essayer de trouver cette formation ici de 4 étoiles. Alors moi j'arrivais à les voir, sachant que j'ai un ciel qui est vraiment pas terrible, c'est-à-dire que c'est à peine si je vois le bandeau de la Voie lactée, donc mon ciel n'est pas exceptionnel, mais ces 4 étoiles, j'arrive quand même à les repérer. Donc, a priori, vous devriez pouvoir les repérer aussi. Et une fois qu'on arrive à trouver ces 4 étoiles-là, donc l'étoile qui nous intéresse, ça va être celle-ci. Cette étoile qui a une couleur rouge assez caractéristique. Et l'idée, c'est qu'il faut vraiment trouver cette étoile au chercheur, parce que pour la suite, ça va être plus compliqué, puisque l'étoile qui nous intéresse, c'est celle-là, qui, elle, pour le coup, doit être visible, je pense, sous un très bon ciel, mais moi, c'est pas mon cas. Moi, j'arrivais pas à la voir à l'œil nu. Et une fois que vous avez réussi à pointer cette étoile, là, c'est pas très compliqué, on voit qu'on est en plein dans la nébuleuse qui nous intéresse et il y a juste un petit travail de recadrage à faire puisque la partie de la nébuleuse qui nous intéresse, c'est la trompe de l'éléphant qui est ici. Mais une fois qu'on a cette étoile, déjà, on est vraiment pas mal. Et voilà. Alors ce qui est vraiment cool avec cette nébuleuse, c'est qu'elle est très facile à trouver parce que les étoiles de référence qu'on cherche sont visibles à l'œil nu, ce qui est vraiment un très gros plus. Alors une petite technique quand vous cherchez des étoiles visibles à l'œil nu avec le chercheur, c'est de garder le deuxième œil, donc l'œil qui n'est pas dans le chercheur, ouvert aussi. Parce qu'une fois qu'on a mis l'œil dans le chercheur, toutes les étoiles, même les étoiles un peu moins brillantes, elles ont une luminosité qui est des fois égale aux étoiles brillantes. Donc ça rend difficile le fait de les différencier. Donc la technique, c'est de garder les deux yeux ouverts. Avec l'œil qui est pas dans le chercheur, vous allez continuer à voir l'étoile parce qu'elle est brillante. Et avec l'œil qui est dans le chercheur, vous allez essayer de superposer les deux étoiles. Donc l'étoile que vous voyez avec l'œil qui n'est pas dans le chercheur et l'étoile que vous voyez dans le chercheur. Une fois que les deux étoiles sont superposées, vous savez que vous êtes bien sur la bonne étoile, donc l'étoile la plus brillante, et elle est au centre du chercheur, donc c'est tout bénef. C'est une petite technique si vous avez des fois des difficultés à viser les étoiles quand il y en a beaucoup qui sont relativement brillantes. Alors j'en ai profité juste avant d'installer la ZWO sur le télescope pour faire quelques images avec l'APN. Alors j'ai fait ça rapidement, j'ai juste fait 15 images de 1 minute, plus une dizaine de darks. Mais mine de rien, juste avec ça, on arrive déjà à voir quelque chose.
Bon, ok, j'avoue, c'est méchamment bruité, mais bon, comme dit, hein, c'est juste 15 minutes de temps de pause, donc c'est vraiment pas grand chose. Et on arrive déjà à voir la structure générale de la trompe de l'éléphant, plus encore quelques détails par ici. Alors si vous êtes dans le même cas que moi, c'est-à-dire un appareil photo pas super sensible et non défiltré et une monture qui vous permet pas de faire des temps de pause de plus d'une minute, bah c'est pas compliqué, vous faites comme moi, vous faites en plus des flats, beaucoup plus de dark, et vous faites des temps de pause sur, si vous voulez faire qu'une seule nuit, bah vous faites 5-6 heures, et si vous êtes courageux, vous faites sur plusieurs nuits, et là je pense qu'il y a moyen d'avoir un des résultats qui sera déjà très sympathique. Alors petit point difficile mine de rien, parce que si vous êtes dans les mêmes conditions que moi, par contre, vous ne verrez pas la trompe de l'éléphant sur vos images brutes. Hein. Vous voyez que là, même si je bourrine à mort sur le contraste, la trompe de l'éléphant qui est censée être par ici, c'est plus ou moins impossible de la voir. Et bah, quand vous êtes dans ce cas-là, c'est pas compliqué. Hein. Il faut sortir Stellarium ou alors une carte du ciel papier, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Et vous cherchez un petit peu les étoiles les plus brillantes, notamment celles-là qui sont assez faciles à repérer. Et à partir de la position des étoiles, vous recadrez les étoiles et vous saurez comme ça que votre trompe de l'éléphant sera bien placée. C'est pas super facile à faire, mais c'est comme ça que je faisais avant d'avoir ma caméra Astro. Bon, c'est bien beau tout ça, mais maintenant il est temps de passer aux choses sérieuses. Donc là du coup je pointe sur la fameuse trompe de l'éléphant et je vais lancer une pause de 1 minute avec le filtre L, qui est donc le filtre qui laisse passer toute la lumière. Je vais juste aller éteindre le spot parce que sinon ça risque de pas être très joli. Donc on va faire ça vite fait. Alors on va aller éteindre cette satanée loupiote qui me bousille les yeux et hop, c'est parti. Et du coup ça a donné ça, ce qui est déjà vraiment pas mal pour une simple petite pause de 1 minute avec le filtre L, c'est du propre. On voit vraiment bien la forme de la nébuleuse, enfin il y a de quoi faire. Seul petit souci, les étoiles sont un peu trop brillantes, ce qui est normal parce que là j'avais le filtre L donc il laisse passer toute la lumière. Du coup, je vais passer au filtre H-alpha qui va filtrer juste la partie hydrogène de la nébuleuse, donc la partie qui est constituée d'hydrogène, et on va voir ce que ça donne. Et bah franchement, pour une brute de 1 minute, c'est vraiment pas mal. J'ai hâte de voir ce que ça va donner quand on aura fait plein d'images. Alors je vais me limiter à 1 minute pour ces brutes, parce que je suis toujours avec le Q3.2. Normalement, ça devrait bientôt changer, mais pour l'instant, j'ai le Q3.2. Du coup, fatalement, je peux pas faire des pauses qui sont super longue, je vais vite être limité, il va y avoir des mouvements, donc je me limite à 1 minute avec un gain de 300 et je pense que je vais partir sur ça pour toute la nuit. Et voilà, c'est bon pour cette toute première nuit. Alors sur la première partie de la nuit, j'ai fait des images en soufre, en S2, donc j'ai à peu près 1 ou 2 heures de temps de prise d'image sur le soufre. Et sur la deuxième partie de la nuit, qui est plus longue, j'ai fait du H-alpha, et j'ai environ 5-6 heures de temps de pause sur le H-alpha. Donc ça commence déjà à être pas mal pour une première nuit. Et petit point important, je crois que j'ai touché le micro. Petit point important sur cet objet, comme il est vachement haut dans le ciel, ce qui va se passer, c'est qu'au bout d'un moment, le télescope va venir toucher le trépied. Et il faut faire attention à ce que ça n'arrive pas, parce que les moteurs ils vont continuer à tourner et potentiellement ça pourrait les endommager. Donc quand vous vous approchez du trépied, dans mon cas c'était aux alentours de minuit, un peu avant, vers 23h40, il faut venir faire ce qu'on appelle le retournement méridien et retourner le télescope, tac, et repointer l'objet depuis l'autre côté. Et comme ça le télescope pourra continuer à tourner sans jamais toucher le trépied. Donc c'est bien important de faire ça, sinon ça peut potentiellement endommager les moteurs et du coup votre image elle sera en mode miroir. Ce qui n'est pas trop gênant, ça au traitement c'est facile à gérer. Donc voilà, ce que je vais commencer par faire, c'est déjà faire le traitement des images en H-alpha, ce qui va nous donner une image en noir et blanc mais qui peut déjà potentiellement être sympathique. Donc on va déjà voir ce que ça donne. Pour ce premier essai à mi-parcours, je vais faire les choses assez simplement, je vais me faire un petit empilement rapide sous Deep Sky Stacker, vraiment juste pour voir ce que ça donne. Alors déjà, si on regarde un petit peu du côté des images brutes, donc ça on les a déjà regardées un petit peu en tout début de soirée, on voit qu'il y a déjà beaucoup de détails. Alors je sais pas pourquoi Deep Sky Stacker me fait du bruit coloré, ce qui n'a pas de sens vu que c'est une image en noir et blanc, enfin peu importe. Bref, on voit qu'on a vraiment beaucoup de détails, donc à mon avis, en empilant quand même plusieurs centaines d'images, là je dois en avoir 200 ou 300, ça risque de faire un truc assez joli. Donc on va commencer ça tout de suite. Ok, l'empilement est terminé, du coup là je vais augmenter le contraste pour qu'on voit un peu mieux ce qu'il y a à voir. Effectivement, c'est vraiment très sympathique. On a de très beaux détails
sur la trompe de l'éléphant là. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement aux images qu'on a vues jusqu'à maintenant, tout le fond, c'est pas du fond noir de ciel, hormis la partie ici, c'est vraiment du fond de nébuleuse qui, si on le voyait à l'œil, a priori serait rouge, même si là, forcément, c'est en noir et blanc. Alors j'espérais qu'avec les 5 heures de temps de pause que j'ai récolté, on ait un peu plus de détails, un peu plus fins sur justement cette zone assez uniforme de nébuleuse. A priori, c'est pas le cas, alors je peux essayer d'augmenter encore plus le contraste pour voir si on voit mieux ou pas, mais à mon avis, on va vite être limité. Alors on voit quand même qu'il y a 2-3 choses qu'on arrive à voir en plus, hein, mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, les parties qu'on distingue mieux, c'est pas les parties qui sont brillantes, comme d'habitude, mais plutôt les parties sombres. En fait, hein, on voit que le fond est brillant, parce qu'il y a de l'hydrogène, et ce qu'on voit, c'est ce qu'il y a par-dessus et qui absorbe l'hydrogène, et qui du coup apparaît complètement noir, notamment ici, il y a une zone qui absorbe énormément d'hydrogène. En tout cas, c'est une image qui est quand même très jolie. Il y a pas mal de détails, et je l'aime beaucoup. Alors maintenant, il va falloir empiler tout ça et voir ce que ça va donner quand on aura les couleurs, puisqu'il faut encore qu'on fasse les 2 autres plans, à savoir le soufre et l'oxygène. Et voilà, on est parti pour la deuxième nuit. Alors comme la première nuit, je me suis plutôt concentré sur l'hydrogène, donc l'arrêt H-alpha. Pour cette deuxième nuit, je vais me concentrer plutôt sur le soufre avec l'arrêt S2. Et pour la troisième nuit, je ferai l'oxygène avec l'oxygène 3. Alors j'ai pas grand chose de plus à dire, si ce n'est que oui, si quand même, je vais faire des temps de pause de 1 minute comme pour la première nuit avec un gain de 300. Comme ça, tous les plans de couleurs seront équilibrés et ça me fait juste une seule série d'arcs à faire, ce qui est quand même un peu plus simple. Juste un petit truc auquel je viens de penser, depuis le début de la vidéo je parle un peu de notions de filtre, H-alpha, etc. J'ai pas forcément développé ça dans cette vidéo, j'en ai parlé un peu dans d'autres vidéos, mais surtout je suis en train de préparer une vidéo très détaillée sur tout ce qui est notion de filtre avec les caméras noir et blanc, etc. Mais pour faire un petit résumé rapide, en gros les nébuleuses émettent dans des couleurs très précises, c'est-à-dire le rouge d'une nébuleuse c'est vraiment un rouge qui est très précis, donc on peut le filtrer du reste des couleurs. Donc on peut du coup comme ça filtrer la lumière de la nébuleuse et atténuer la luminosité des étoiles. Ça c'est très intéressant parce que les nébuleuses sont souvent plus sombres que les étoiles qui sont aux alentours. Donc voilà, alors c'est vraiment un résumé très concis, mais comme dit, si vous voulez plus de détails, un jour il y aura une vidéo pour aller voir plus de détails. Au final, après mes 3 nuits, j'ai récolté 5h30 d'images sur le H-alpha, 6h10 sur le S2 et 6h30 sur l'O3. Ce qui fait au total 18 heures, ce qui est déjà pas mal. Et avant de passer à la composition de l'image en couleur, ça peut être cool de regarder un peu les différences entre les 3 images empilées. Alors la première chose assez facile à remarquer, c'est qu'il y a beaucoup plus d'informations sur le H-alpha, malgré le fait que ce soit le plan de couleur sur lequel j'ai eu le moins d'images. Après, ça s'explique assez facilement quand on sait que l'hydrogène est constitutif de 75% de la matière dans l'univers. Du coup, pour les très grandes structures comme les nébuleuses, c'est souvent l'hydrogène qui est vraiment majoritaire. Alors attention, c'est pas toujours le cas, notamment dans les nébuleuses qui résultent de la mort d'étoiles, comme par exemple les nébuleuses planétaires ou les rémanentes supernova, c'est possible que l'hydrogène ne soit pas majoritaire, puisque l'hydrogène c'est l'élément que l'étoile consomme pour vivre. Donc après la mort de l'étoile, ce qui va rester, c'est plutôt les éléments comme l'hélium, le carbone, le soufre, l'oxygène, et tout ce qu'il y a dans le tableau périodique de Mendeleïev, et qui est plus léger que le fer. Bref, tout ça pour dire que c'est pas très étonnant qu'on ait beaucoup de signal dans l'arrêt H-alpha. Donc maintenant je vous propose plutôt de comparer l'arrêt O3 à l'arrêt S2. Effectivement, on remarque qu'entre ces deux images, il y a pas mal de différences. Notamment, si on se concentre un petit peu sur la trompe de l'éléphant, dans le soufre, on voit que la trompe de l'éléphant a plutôt tendance à émettre de la lumière. Ce qui veut dire que cette zone est plutôt constituée de soufre. Alors que si on regarde du côté de l'oxygène, c'est le fond de la nébuleuse qui est constitué d'oxygène, donc ce qu'il y a à l'arrière-plan. Par contre, la trompe de l'éléphant absorbe toute la lumière qui est émise par l'oxygène. Et ce qui est rigolo, c'est que juste en regardant ces deux images, du coup, on peut un peu comprendre la composition des différentes structures de la nébuleuse, ce que je trouve personnellement très cool. Mais bon, c'est bien beau toutes ces images en noir et blanc, mais je pense que maintenant il est temps de coloriser un petit peu tout ça.
Et ben une image comme ça comme récompense après 18 heures de temps de pause, franchement, c'est vraiment pas mal. Et maintenant qu'on a les couleurs, on retrouve un petit peu les informations qu'on avait vues séparées sur les différentes images en noir et blanc. Les zones plutôt rouges, orangées vont être constituées soit de soufre, soit d'hydrogène, et les zones bleues seront plutôt constituées d'oxygène. Et ce qui est en blanc, c'est là où il y a des 3 éléments. Cela dit, la façon dont je vous ai présenté l'image montre un petit problème. Le soufre et l'hydrogène sont tous les deux très loin dans le rouge et peuvent être assez difficiles à différencier. Sauf que dans mon cas, j'ai les 3 plans de couleurs, donc le soufre, l'hydrogène et l'oxygène, indépendants les uns des autres. Ce qui veut dire qu'au traitement, je peux m'amuser à associer n'importe quelle couleur à n'importe quel plan composé d'un certain élément. Et du coup, j'ai fait cette image. Sur cette image, plutôt que d'avoir du rouge pour le soufre, un rouge très légèrement différent pour l'hydrogène et du vert pour l'oxygène, j'ai modifié en ayant du rouge pour le soufre, du vert pour l'hydrogène et du bleu pour l'oxygène. Et dans cette configuration, on dit qu'on utilise en fait la palette de Hubble, qui utilise cette même composition de couleurs pour faire ces images de nébuleuses. Du coup, ça nous donne une image en fausse couleur, qui n'est pas vraiment représentative de ce qu'on pourrait voir à l'œil nu, mais ces 3 plans de couleurs ont été choisis spécifiquement pour augmenter au maximum le contraste des différents éléments. Et effectivement, si on compare les 2 images, on voit qu'il y a certains détails qu'on arrive mieux à distinguer. Après, la palette de Hubble n'est pas parfaite, elle ne fonctionne pas forcément idéalement sur toutes les nébuleuses. Notamment ici, on voit qu'il n'y a aucune zone constituée exclusivement de soufre. Le soufre est toujours associé à de l'hydrogène, ce qui fait qu'on a cette couleur jaune qui est entre le vert et le rouge. Bon voilà, on s'approche de la fin de la vidéo et ça me fait une nouvelle image sympa à ajouter à ma collection. Alors cette image, je pense que je vais quand même la refaire probablement l'année prochaine, parce que je trouve qu'elle manque quand même de contraste dans les zones qui sont vraiment un peu trop uniformes à mon goût, notamment sur une bonne partie centrale de la nébuleuse. Mais pour avoir plus de contraste, je pense que continuer à ajouter des temps de pause de 1 minute, ça va pas beaucoup m'aider. Il faut vraiment que je fasse des temps de pause plus longs. Et pour ça, il me faudra une nouvelle monture qui me permettra de faire ces temps de pause plus longs. Du coup, on va attendre l'année prochaine que j'ai une nouvelle monture et que la trompe de l'éléphant soit à nouveau bien placée dans le ciel. Donc voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Bref, ciao les gens et à la prochaine!